quelque chose de manière disciplinée, de manière harmonieuse, et que vous avez, je dois le dire vertement sur ce plateau, et que vous avez des charlatans qui s'y mêlent, ça devient quelque chose de pénible. Et en Afrique, on souffre de cela. Je n'en dirai pas plus. Pascal Oya vient de nous rejoindre. Pascal, bonsoir. Pascal Oya vient de nous rejoindre. Pascal, bonsoir. Bonsoir, Hébert. Excusez pour le retard à la réaction. Nous sommes là sur le déploiement national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le constat qui est fait depuis quelques semaines, c'est que ce parti mobilise des masses et des foules un peu partout. Alors on se pose la question de savoir comment on peut comprendre et décrypter une telle mobilisation. Très belle question, mais de toutes les façons, je crois quand même que de façon unanime, le RDPC a une histoire. Le RDPC, c'est le parti principal, le parti politique principal au pays. Et de ce fait-là, c'est un parti qui a intégré toutes les régions de la République. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que c'est un parti qui bientôt ce sera comme un parti. Il a eu le temps de construire depuis la base ce que les uns et les autres n'ont pas pu faire. Et aujourd'hui, force de constater que le parti, qui est le parti de flamme, est représenté un tout petit peu partout, dans tous les arrondissements de la République. Donc ce n'est une surprise pour personne que ce parti-là aujourd'hui puisse être remarqué comme tel et qu'il puisse s'intégrer comme tel. Donc de mon point de vue, je crois que ce n'est une surprise pour personne que le parti le plus reconnu et le plus repérable sur l'état du territoire national soit le RDPC. Merci à vous tous. Alors, quelle implication donc? Parce que je voudrais qu'on fasse... Oui, vous avez... Pascal a encore quelque chose à dire? Pardon, je n'ai pas bien suivi la question. Vous avez encore quelque chose à ajouter après ce que vous avez... Non, pas vraiment, Hébert. Alors, on revient à vous. On revient à vous tout à l'heure. Oui, on revient à vous tout à l'heure. Alors, nous sommes tous témoins de l'histoire. Cette mobilisation qui est en train de s'effectuer, je commence par le président Yangoudjon. Alors, quand vous parlez de la tricherie, comment on peut comprendre cette tricherie-là dans la perspective de l'organisation des élections par rapport à ce qui se passe actuellement? Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion publique, en fait, les téléspectateurs, les internautes, sur ce que vous entendez par tricherie dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles? Parce qu'en réalité, on aimerait voir à partir de ce moment même déjà tous les partis sur le terrain. Bien sûr, de toutes les façons, vous savez, oui, je t'ai en train de dire tantôt que on devrait voir tous ces partis-là déployés sur l'état du territoire national, mais il faut être de constater que les partis ne se valent pas. Ces partis-là, qui sont les partis d'opposition majoritairement, ne peuvent pas en avoir la
machine du RDPC par exemple. Pourquoi? Je vous ai dit il y a un moment que la politique ne se fait pas parce que on a juste la volonté. La politique se fait par rapport aux moyens qu'on dispose. Alors, ces partis d'opposition-là n'ont pas les mêmes capacités de déploiement que le parti au pouvoir, qui est le RDPC. Conséquemment, il serait une surprise pour personne de comprendre qu'on ne peut pas faire autant sans avoir les moyens qu'on devrait avoir pour se déployer, pour se faire connaître, pour se faire défendre. Donc, je crois que quelque part, ce n'est une surprise pour personne. Ça ne devrait même pas être une surprise pour personne. Le RDPC est le parti au pouvoir. Le RDPC, par rapport à sa position, a ces avantages-là que les autres n'ont pas. Alors, vous allez vouloir faire une comparaison, mais justement, on dit souvent comparaison n'étant pas raison. On ne peut pas les comparer au même titre. D'où le dégagement et le constat voit que le RDPC reste un parti vivant parce qu'il est représentatif par rapport aux autres partis. Un parti non représentatif, merci. On va décidément à Douala. Président Yangodjon, je parlais de tricherie. Hein. Je crois qu'à l'antenne, on va rester avec le président Yangodjon. On était avec Pascal Oya, sa photo n'y est pas venue. On reste avec le président Yangodjon. Président Yangodjon, vous avez parlé de tricherie. Essayez de nous expliquer ce qui veut dire tricherie dans votre perspective. Est-ce que le président Yangodjon est avec nous? Alors là, on va aller vers Samuel Dionodor Yumbi. Samuel, rebonsoir. Alors le président Yangodjon, je vous pose cette question parce que on ne peut rien cacher. Vous êtes pratiquement un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais vous avez aussi les libertés. Alors, qu'est-ce qui peut être entendu ici de tricherie? Qu'est-ce qui est tricherie dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle par rapport aux différents déploiements et mobilisations qui doivent être faits vis-à-vis du peuple? Oui, à vous, justement, je suis déjà revenu vers vous plus de 2 fois. Vous êtes à l'antenne. Une correction de taille. Je ne suis pas militant ni sympathisant ni proche du parti RDPC. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça ne se fera jamais. Il faut que ce soit clair. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Vous m'écoutez? Comment? Est-ce que vous m'écoutez? Si je peux répéter? Non. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez maintenant là? Oui, je vous écoute là, oui. Ça n'a jamais été dit que vous êtes militant ou sympathisant du RDPC. Il était question de lancer Samuel Dionodor Yumbi comme vous n'avez pas pris l'antenne à la question qui vous a été posée. D'accord. Okay. Donc maintenant, restez à l'antenne et restez donc à l'écoute. La question maintenant s'adresse à vous. Oui. J'ai entendu écouter. Oui. Quand les gens j'entends beaucoup de gens, j'entends ça partout. Le DPC a les moyens de l'État, le DPC, les autres partis n'ont pas les moyens. Monsieur le directeur, vous avez écrit des livres, vous avez mené des enquêtes. Oui. Vous avez connaissé un parti qu'on appelait UPC. Tout à fait. Union des populations du Cameroun. Vous avez vu comment ce parti sans moyens, avec une animosité terrible du colon, l'un des colons les plus violents du monde. Oui. Le plus partant de Pardon. Vous avez vu les militants de l'UPC affronter au nom des idéaux de l'UPC. Avec les idéaux, le projet de société de l'UPC. Pour l'histoire, sachez que l'UPC, c'était d'abord l'USST, Union des syndicats confédérés du Cameroun. En tant que syndicat, cette union fait ce qu'on peut appeler un projet de société. Et on lui dit, tu ne peux pas faire ça comme syndicat, il faut que ce soit un parti politique. D'où l'essence de l'UPC.
À partir de son expérience syndicale, de sa pénétration syndicale, l'UPC, face à un oppresseur violent qui tuait les bébés, égorgeait les vieillards et tout, les militants de l'UPC étaient prêts au nom des idéaux de l'UPC. C'est ce que je veux dire. Quand quelqu'un a un projet de suicide, quand quelqu'un a une vision claire, il a matériel, je vous assure, il peut gagner les élections. Ça, quel que soit ce qu'il a en face, il suffit d'abord, primordialement, fondamentalement, qu'il y ait un projet de suicide et que l'on sache comment faire. Monsieur, vous ne pouvez pas me dire, il y a des gens, même si vous êtes le meilleur des dirigeants au monde, après un certain temps de fatigue de pouvoir. Vous comprenez? Oui. Alors, lorsque vous êtes incapable de seulement, je sais pas comment, moi je peux dire ça. Vous êtes incapable de battre un homme, quelqu'un qui a fait autant de temps. Et sachez que, comme il est dit dans le dicton, la critique est élevée, mais l'art est difficile. C'est-à-dire, en application, c'est lui qui a l'initiative, va toujours faire des erreurs. Et celui qui est là pour critiquer, pour observer, sera toujours un soutien. On assiste ici à un spectacle bizarre où celui qui a l'initiative et qui est censé commettre des erreurs, on n'est pas bien sûr. Et celui qui est censé tirer profit de ces erreurs va être même là-dedans. Vous comprenez? Oui. C'est là qu'on se trouve. Et j'appelle donc ça de la tricherie. Vous avez un parti politique qui vient de vous dire qu'il lui faut 10 milliards pour aller à l'élection présidentielle. Il vient de vous dire que pour l'élection présidentielle au Cameroun, il faut environ 6 milliards pour financer la campagne et les spectateurs et les superviseurs et les huissiers en prévision et du coup, il faut 6 milliards. Il n'avait pas ces 6 milliards en 2018. Ce parti vient de vous dire qu'il n'est pas à l'élection en 2018. Il avait déçu. Et que tous les autres partis qui sont allés à cette élection sans avoir fait cette préparation n'étaient pas à l'élection. Ils avaient trompé le peuple. Et ils sont allés faire un cinéma dégoûtant à la Cour constitutionnelle. Ils ont déçu tous ceux qui ont voulu en faire. Ces partis viennent de... Ce sont eux, vous comprenez? Ce sont eux qui ont fait grossir les rangs des NDP. Le DPC aujourd'hui a grossi du fait du découragement. C'est-à-dire que les proches de la frustration, ils ne vont plus en leur opposition. Donc, l'opposition, ce qu'on appelle ainsi, a triché. Elle n'est pas dans l'élection. Elle ne fait rien pour gagner l'élection présidentielle. Vous comprenez? Oui. Quand on gagne l'élection présidentielle, on sait ce qu'il faut faire. Et cette opposition ne le fait pas. Elle triche. Et elle trouve un peuple immature qui ne connaît pas la politique, qui se laisse prendre à ce petit jeu-là. Je vais vous dire, moi je suis un syndicaliste. À la Camer, où j'étais dans le loin plan, la plupart des DG étaient contre mon syndicat. Les DG donnaient l'ordre de voter contre mon syndicat. Et je peux vous dire que malgré ça, parce que le STTA, mon syndicat, avait un plan pour sauver la Camer, malgré ça, je gagnais les élections. Vous comprenez? Tout à fait. Donc on ne vient pas aujourd'hui pour raconter que c'est parce qu'ils ont des préfets avec eux, c'est parce qu'ils ont... Monsieur, quand vous avez un vrai projet pour battre le préfet, pour battre le sous-préfet, pas vraiment avec les idées, vous les battez. Il y a des Camerounais prêts, aujourd'hui prêts, à être scrutateurs, superviseurs des partis d'opposition sans être payés. Ils veulent juste être enrôlés. On les enrôle même pas. Alors qu'on nous laisse le discours. Pardon. C'est le seul parti qui est en train de véritablement se déployer pour une élection présidentielle. Alors logiquement, le DPC va gagner. Merci. De la soi-disant opposition.
Merci. Alors là, vous êtes allé... Alors Samuel Dionedor Yumbi, je crois que vous êtes en train de boire du petit lait. Samuel Dionedor Yumbi. Est-ce que ça... Non, Samuel peut-être a aussi un problème de... Samuel? Est-ce que Samuel Dionedor Yumbi avec nous? On va là à Paris. Calvin, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, en sortant de cette thématique, affirmer de manière péremptoire que le RDPC va vers le résultat à la prochaine, la victoire à la prochaine élection présidentielle? Calvin Duhari. Oui, mon cher, le frère M. Yango a développé de façon vraiment retentissante c'est comment un parti doit être structuré. C'est-à-dire que la mobilisation constante forge automatiquement la victoire. Parce qu'un parti qui gagne, c'est d'abord un parti qui travaille au quotidien, qui ne dort pas entre deux scrutins. Il y a dans le RDPC cette détermination qui s'exprime par une présence continue sur le terrain. Parce qu'à partir de l'organisation des bases locales, la formation même de ces militants, la proximité avec les électeurs, cela crée une relation de confiance durable, contrairement à ce que mon frère, parce que quand vous voulez parler de tricherie, tout cela, je ne sais pas c'est lui qui évoquait, mais c'est quelque chose qui se limite à un moment futif dans leur processus électoral, parce que la mobilisation est visible. La mobilisation normale est un effort de longue haleine. Elle façonne l'image du parti. Et voilà, ça ancre même les gars. Il donne un sens au futur vote. Voilà. Donc, il y a une détermination qui se mesure avec la capacité d'un parti à écouter d'abord. Parce que lorsque le parti se organise des soirées comme celle-là sous la pluie, c'est parce qu'elle va écouter aussi et répondre aux préoccupations des citoyens. Ceux qui se déplacent dans les quartiers, qui viennent pour ces débats publics, et qui rédigent en même temps des propositions concrètes et accessibles et remettent à leur chef de parti, ça, tout cela, c'est avec cette idée-là que les chefs vont essayer de construire une idéologie. Parce que il y a, je ne suis pas très d'accord avec le frère Pascal qui a parlé tout à l'heure de tricherie. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit ou bien c'est un ouvert. Je ne sais pas. Bon, là, soit le parti mobilise tous les moyens du parti. Non, c'est M. Yango qui disait que c'est M. Yango pour qu'on soit dans la bonne ligne. M. Yango expliquait que les partis qui ne se préparent pas comme le fait le RDPC sont des partis qui veulent tricher à l'élection présidentielle parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ah ok, d'accord, très bien. Désolé pour ça, parce que je voulais plutôt détruire l'idée de Pascal qui disait que, n'est-ce pas, le RDPC mobilise tous les moyens de l'État et tout ça. Non, un parti, M. Yango l'a dit, c'est une vision de la société, c'est un programme d'action, c'est une base militante. De ce point de vue, le RDPC n'échappe pas à la règle. Non, parce qu'il propose comme une lecture du Cameroun, un avenir à partir de valeurs à défendre. Tandis que dans cette mobilisation, on parle de paix, on parle d'unité, on parle de développement. Donc ce titre, il est comparable qu'un autre parti qui viendrait après ne peut parler que de la tricherie. C'est tout à fait normal parce qu'ils ne seront pas prêts. Donc voilà, quand on aspire, à diriger, comme l'a dit M. Yango, un pays, il faut une vision, il faut une idéologie forte. Et le RDPC, là, bon, moi je suis aussi compris pour dire que je suis de grand parti, mais aujourd'hui, la compte de la politique camerounaise, ça donne du coup, venir parler, à venir se prononcer et pour dire les choses de façon cohérente. Et le pouvoir ne rend pas un parti intense. Au contraire, ça là le soumet à la critique, à l'évaluation, à la confrontation au réel. Et le RDPC, fort de ces années, qui est au sommet, répond toujours à ces choix. Et là où d'autres partis
doivent encore prouver leur capacité. Voilà, ouais, parce qu'un parti qui veut gouverner doit commencer par se présenter à une élection. Vous avez vu, ces rivaux n'ont même pas pu diriger une mairie, même pas diriger une région. Parce que là, vous pouvez percevoir le développement que quelqu'un qui veut proposer à l'échelle nationale ou internationale commence d'abord par une région pour montrer. Oui, il y a par exemple une dame que j'apprécie beaucoup, Madame Kedjabouté. Cette dame a révolutionné la ville de Bamako. Si bien que tous ceux qui l'ont remplacé là-bas ont toujours envie de faire comme elle. Cette femme, avant qu'elle soit ministre, on la connaissait déjà. Imaginez, si nous avons peut-être 50 départements au Canada, les départements au Cameroun, mais Bakanté, le département de l'Union était le département le plus connu, tout simplement parce qu'il y avait quelque chose qui s'est réalisé là-bas. Et ceux qui cherchent seulement une seule chance, une petite chance comme ça, qu'on leur donne du mérite pour qu'ils démontrent de quoi ils sont capables. Et avec les réseaux aujourd'hui, le travail de quelqu'un sera connu. Oui, donc le MPC a raté l'occasion qui leur est offerte d'entrer dans l'histoire de leur pays par la grande porte. Et ils vont regretter ça pendant longtemps. Merci. Merci, on va sortir par là. Merci à vous. Parce qu'en principe, on pourra, j'aime souvent faire la confrontation, on pourra les inviter, hein, parce qu'ils auront certainement quelque chose aussi à dire. On a justement examiné le déploiement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur l'espace national et même international, parce que ce déploiement, ça se fait aussi à l'étranger. Prenons une transition. Quand nous allons revenir, nous allons voir un peu cette situation qui est arrivée à Francis Ngannou, mais je crois qu'on va commencer avec Calvin Diary, parce qu'en principe, Calvin Diary a commis un article là-dessus pour essayer de voir aujourd'hui entre tragédie, héros national et une famille endeuillée et tout ce qui se dit un peu partout sur la toile. Alors, où se trouve la raison? Prenons cette transition, on revient sur le plateau tout de suite. Retournons sur ce plateau, deuxième articulation pour Afrique Soir, la plage du débat. J'espère qu'au niveau de la régie là-bas, on va revenir sur le thème. Donc, deuxième. Alors, Calvin Diary, qu'est-ce qui se passe et qui bouscule la toile sur cette situation de Francis Ngannou qui a percuté une jeune fille, Manuela Nsama, avec sa moto? Tout a été fait pour sauver la fille. Ben, elle est finalement décédée. Avec une cruauté et ça dépasse l'entendement. Donc, c'est ce qui arrive aujourd'hui à notre héros national, Francis Ngannou, qui semble-t-il était sur une moto et a heurté une jeune fille au nom de Brigitte Tama, et celle-ci, après quelques jours, est décédée. Bon, la jeune fille était encore pleine de vie et de rêves. Et voilà elle trouve sur le chemin la mort. Et cette mort qui est provoquée par l'une des personnes les plus adulées dans notre pays, à savoir Francis Ngannou. Bon, maintenant, quel
homicide involontaire. J'ai mis effectivement et commis effectivement un article là-dessus qui a été beaucoup lu au niveau du Cameroun et partout ailleurs. Bon, on va dire que même la plus belle des volontés est impuissante devant la brutalité d'un instant. Après plusieurs jours, voilà, entre opération, prière, Mandela ne serait pas levé et son corps qui avait été abîmé dans cet accident a fini par aider. Donc, face à ce drame, qu'est-ce qui va se passer? Les spéculations vont montrer. Parce que mais il faut toujours qu'on reprenne la sérénité, ne pas céder à l'émotion, à la colère, au jugement hâtif. Nous devons non seulement nous souvenir que la vie est faite comme ça, de tragédies, que nul ne prémédite. Donc, Francine Ganou est un homme que nous avons acclamé pour ses exploits sur les plus grandes scènes du monde et il honorait aussi le Cameroun. Et il a beaucoup fait pour le Cameroun par ce fait-là. Bon, maintenant, il se retrouve au dos au mur. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le terminer? Non. Bon, toujours est-il que la procédure, pour la situation comme celle-là, la procédure suivre son cours normal, c'est-à-dire on mène une enquête, on va voir si dans quelles conditions il était, parce que un des hauts communistes doit, n'est-ce pas, être toujours reconnu dans une société. Il ne faut pas peut-être qu'on dise qu'il était dans un état qui ne permettait pas qu'il conduise la conduite, puis ça cause la mort d'une personne. Bon, quand on dit c'est l'homicide involontaire, normalement, ça peut mener à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme et puis dédommager également la famille. Bon, est-ce qu'on va amener Ganou en prison? Non, on doit faire ça où j'ai demandé j'ai dit dans cet article, la justice doit suivre son cours sévèrement pour honorer la mémoire de Mandela, mais que le cœur se ferme à la haine de Dieu. Ce n'est pas le moment d'activer les flammes du ressentiment ou de jeter Francine Ganou en pâture à la vindicte populaire. Parce que c'est un drame qui appartient d'abord aux vivants et qui doivent apprendre à penser les blessures et à se relever. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'accuser à tort ni de disculper à la légère. Il s'agit de tendre la main aux deux parties endeuillées par la même tragédie. D'un côté, la jeune fille qui a arraché l'autre à la vie, de l'autre, un géant au pied lourd de remords. Que chacun trouve dans le souvenir de Mandela la force de transformer cette douleur en une leçon de vie, un appel à plus d'humanisme et que le Cameroun a perdu un enfant. Mais Francine Ganou a perdu aussi une part de lui-même parce qu'il est en face de la réalité de ce qui arrive souvent à des stars. Merci à vous. Voilà un peu. Merci à vous. On va revenir à vous. Yaoundé, Pascal Oya, que je vois là, vous êtes internationaliste et justement, Francis Ganou a un pied à l'international. Notre au Cameroun et la scène se passe au Cameroun. Alors, quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Pascal Oya. Merci pour le cas d'antenne Hubert, une fois de plus. Je crois quand même que nous sommes dans un pays de droit et je dois vous avouer que en pareille circonstance, il est très difficile de juger dans les intentions des uns et des autres parce que pour une situation aussi triste, je crois que l'athlète Francis a joué son rôle et de mon point de vue, il a joué simplement. Un accident, on ne choisit jamais le moment de le faire. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Et quand ça arrive, on juge de comment est-ce que vous avez géré la situation. Il est très dommage que le monde en ait suivi à la fin. Moi, je n'avais même pas idée que Francis soit en pareille circonstance. Bon, vous savez, quand ce genre de choses arrivent, on ne s'attend pas. On est très souvent surpris. Et moi, je crois quand même que quelque part, il est important de noter que la star mondiale qui est Francis Ganou
a évité de tomber dans le piège de l'interprétation par les médias, parce que souvenez-vous que les médias américains, c'est des médias qui aiment bien la récupération par rapport au stade, parce que derrière cela, il y a des images qu'on va, il y a des images qu'on va viser. Tout à fait, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Pour quelqu'un comme ça, et je vois qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'interpréter. Avant que nous, les Camerounais, avec les médias locaux, qu'on essaie d'interpréter les faits et qu'on essaie de les gérer entre nous ici. Oui. Avant que cela ne soit répertorié dans les médias internationaux, par exemple. Donc, pour moi, je crois que quelque part, il a fait l'effort d'assister. Il n'a pas abandonné ses responsabilités. Oui. Il a été présent tout le long. Malheureusement, pour lui et pour nous, les Camerounais en général, il y a eu mon don. Bon, moi, a priori, je me suis posé la question de comment est-ce que cela est arrivé jusqu'à ce point-là. Je ne sais pas où la jeune femme, je ne sais pas si elle traversait la route ou alors elle était en train d'attendre à côté et que quand on vient de l'appliquer sur place, je ne sais pas exactement comment est-ce que le scénario s'est développé. Mais ce que je sais, c'est que l'athlète international qui est Francis a joué un rôle qui a été un rôle primordial et moi je le remercie beaucoup pour cela parce qu'il a été disponible, il a attendu. Et il a participé. Bon, l'accident reste un accident. Celui-ci a été fatal. Et on a noté, il y a eu mort d'homme. Ce que je voulais en même temps souligner, avec votre question, c'est que. Oui, allez-y, c'est vous qui avez l'antenne. On est un pays qui aujourd'hui veut être en alerte par rapport à tous les sujets. Et vous voyez, quand quelque chose arrive de cette nature-là, il y a de la récupération. Et vous conviendrez avec moi que jusqu'alors, il n'y a pas eu de médias interposés à ce que ce qui soit arrivé soit autre chose qu'un accident. Alors moi, à partir de ce moment-là, je me rends compte que de façon unanime, les uns et les autres sont convenus au fait que un accident, ça ne donne pas de rendez-vous. Et un accident reste un accident. Et je crois que quelque part, pour la famille qui a été victimisée, si je peux le dire ainsi, il est nécessaire qu'elle comprenne que l'accident est arrivé, comme je toute attente, et qu'il est important aujourd'hui de parler ou de voir dans quelle mesure est-ce que pour retrouver la paix et la sérénité, qu'on travaille avec eux et même les acteurs, même, qui sont les acteurs qui ont participé à cet incident-là, comme l'athlète, et les athlètes, et les personnalités, je veux dire, les autorités compétentes qui sont de nature à gérer par rapport aux enquêtes et à la suite de ces enquêtes-là pour voir qui est vraiment coupable dans cet incident-là qui est arrivé. Moi, je n'aime pas trop parler des choses qui ont tourné le tort, surtout aux familles camerounaises, parce que Cameroun est mon j'essaie de me mettre à la place de cette famille-là aussi. Mais je sais une chose, c'est que les uns et les autres sont responsables et que quelque part, il va pouvoir trouver un terrain d'attaque pour que la vie continue. Bon, vous voyez, une perte en vie humaine, ce n'est pas une chose facile à gérer. Mais quand il y a une perte en vie, quand il y a une perte en vie humaine, il faudrait que les uns et les autres se mettent à la hauteur de la situation et qu'ils essaient de trouver un consensus. C'est à ce niveau-là que je suis, parce que moi je me dis, les enquêtes vont suivre le cours, mais on ne ferait pas des enquêtes interminables comme on les connaît. Il faudrait qu'il y ait une suite immédiate et propre à cette situation-là, pour que les uns et les autres soient éclairés par rapport à leurs responsabilités.
C'est tout à fait à l'honneur de votre argument que vous venez de prendre et ça se termine avec le fait que vous avez fait un parallèle avec la presse américaine qui pourrait récupérer cela si jamais les enquêtes traînaient. Donc, on n'a pas besoin que ces enquêtes traînent. Alors, merci à vous. Président Yango Djong, on va sortir avec vous dans ce sujet. À moins que quelqu'un ait quelque chose à dire, parce que le procès en cours. Pour vous, quelle appréciation faites-vous de ce qui est arrivé? Et justement, Calvin Duari a parlé de taire les haines, de taire un certain nombre d'allégations et autres. Quelle est votre lecture? Le président Yango Djong, je suis avec vous. Accident signifie qu'on n'a pas pris, il peut arriver de façon tout à fait contre la volonté des protagonistes. Pardon. Que ce soit là, voilà, c'est ça un accident. Tout à fait. Alors ici, il se trouve que mise en cause, il y a mise en cause, que c'est une célébrité musicale. Ça sent que c'est un jugement, pas forcément. Après le fait, je vais traiter ça d'une façon tout à fait qui est tout à fait personnelle. Oui. Les gens vont dire, bon, comme c'est un gars, non, quand même, les gens, maintenant, c'est un tas, il s'appelle qu'un produit, c'est maintenant, parce qu'il y a quand même un mort d'homme. Il y a quelqu'un qui est mort. Ça fait naturellement, tout le monde de l'enfant. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de deuil. Il y a des obsèques. Le deuil, c'est pour les adultes, parce que les parents sont marqués à vie. Peut-être qu'ils vont mourir dans quelques jours à cause de ça. Mais là, c'est un homme qui arrive. Moi, ce que je craignais, c'est que, vous savez, monsieur, il est de message de l'esprit, il fallait que, c'est pour ça que vous vous écoutiez. Monsieur a fait de publier là-dessus. Ah. On prive les gens de liberté un peu trop facilement dans ce pays-ci. Oui. Allez-y. On peut dire rien, enquête de déferlement. Une dette de 100 000 francs, enquête de déferlement. Quelqu'un, un jeune est en prison, quelqu'un qui travaille en prison, pendant 6 mois, 2 ans, pour rien. J'appelle ça devenir les pistes économiques. On ne connaît pas la valeur de l'humanité. Il faut que ça change de suite. Il faut qu'on sorte de la tête cette facilité à priver les gens de liberté. Oui. Il faut que la liberté est sacrée. La liberté est dans tout un bien économique. Et qu'un pays fonctionne grâce à son économie. Et cette économie fonctionne grâce à ses enfants qui sont instruits, éduqués, libres. Et qu'on a plein de la tête des gens qu'on va aller en prison, non en prison. Donc c'est ça un peu qui gêne dans cette affaire de voler que moi je peux dire à gauche et à droite. Voilà comme c'est une star, on va punir les gens pas en prison. Qu'est-ce que c'est d'abord à envoyer les gens non aussi facilement? Oui. Il y a un accident et ça fait très mal. C'est un accident d'un enfant. Un jeune qui n'avait pas commencé sa vie. Pour autant, hélas, dans le même temps, il y a quelqu'un qui a fait l'accident, le bus est tombé, moi je ne sais pas la tête, les gens sont morts. Dans le même moment, ça peut arriver. Et le chauffeur du même il est mort. Dans ce dont je parle, dans le même moment, le même jour, là, il y a un monsieur qui a fait l'accident, le chauffeur est mort. Les victimes sont morts. On va expliquer. Bon, vraiment, il faudrait que l'on revienne à. Je ne peux pas dire à la raison, mais que tout en même justesse et que M. Gano, s'il en a les moyens, il doit les avoir. Sans le vouloir, de gros dégâts, de gros partout. Mais quand on avait capté des gens d'une certaine proportion, à priver les gens de liberté pour tout. Voilà ce que je peux dire. Merci. D'ailleurs, je constate que... Oui. Allez-y, je crois que c'est Calvin qui sollicite la minute là. On est en train de sortir de là. Oui.
intervention, c'est que je voulais dire quelque chose malgré ce que j'avais écrit au départ, parce que c'est quelque chose qui suscite toujours beaucoup d'idées, pour dire que les personnalités publiques ou les stars, en particulier, surtout les stars comme Francis Ngannou, représentent comme un des ambassadeurs. Lui, il est ambassadeur de talent. Donc, leur statut leur confère une responsabilité particulière vis-à-vis de la société. Parce que être star, c'est ne pas se contenter de briller sous les projecteurs, mais également modéliser un comportement qui inspire et respecte les normes sociales. Cela inclut la manière dont ces stars doivent se comporter en public, les choix qu'elles font dans leur quotidien et leur conscience de l'impact de leur action. Dans le cas de Ngannou, par exemple, c'est un champion mondial, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, dont les gestes sont sculptés de l'échelle internationale. Il est entendu qu'il incarne une certaine exemplarité. Voilà. Bon, c'est de trouver comment il ne faut pas que les célébrités imposent un mode de vie irréfléchi. Qu'il ne doit pas se contenter quelqu'un qui reprend les motos. Quel gamin est sur une moto aussi? Le président Ngannou a été vu sur une moto en pleine ville, soulève des questions sur la prudence et l'attitude d'une star. C'est encore l'émotion, des vibrations comme on voit partout dans le monde. Donc le sport et la célébrité offrent des moyens financiers et des opportunités qui permettent d'accéder à des modes de transport plus sûrs et adaptés à son statut. Pourquoi donc choisir la moto qui finit par tuer quelqu'un? Donc c'est ça. Donc il y a Pascal qui l'a dit. Donc si c'était aux États-Unis, c'est sûr que le débat serait gros à ce niveau-là. Donc la réponse pourrait être un excès de confiance. Et ce qu'il prend la moto, il a un excès de confiance et il recherche encore des sensations fortes, mais ces attitudes, même souvent émouvantes, ne sont pas compatibles avec la responsabilité du star sur ses épaules. Merci. Pour être un athlète aguerri, sa position de célébrité impose qu'il prenne des décisions plus mûres, surtout quand il est évident que son image et ses gestes peuvent avoir des répercussions tranchées, comme celle de l'autre jour. Voilà, c'est compris. La mort d'une jeune fille. C'est compris. On va vers la dernière articulation sans transition. Le pont sur le Logone a été inauguré. Là, on va commencer par Pascal Oya. Nous sommes là dans le département de Guider. On devait avoir Tegoumé. Stéphane de ce côté, il y a un problème de liaison et de connexion. Il est à Guider parce qu'il vit la réalité de ce pont. C'est un de nos consultants aussi qui est de ce côté-là. On commence avec vous, Pascal. Alors, quel est l'impact, quelle est l'importance de ce pont-là entre le Cameroun et le Tchad? Pascal est-il avec nous? Je le vois là. Pascal, quelle est l'importance du pont sur le Logone, le pont qui a été inauguré l'autre jour, en fait, je crois que c'était hier, si je ne m'abuse, par le Premier ministre du Cameroun et le Premier ministre du Tchad. Le pont sur le Logone, le pont sur le... Oui, vous êtes donc à l'antenne. Le pont sur le Logone a été inauguré. C'est un pont, une œuvre qui lie le Tchad et le Cameroun. Quel impact, quel avantage, quelle incidence économique en termes de développement? Alors, je ne sais pas, Pascal a des soucis de liaison. On va aller à Douala avec le directeur de publication du compte rendu qui vient de nous dire là qu'il est en train de travailler par exemple sur la situation, en fait l'information, l'actualité sur Ngannou. On vous interroge, monsieur le directeur de publication, sur l'impact, les avantages, les incidences en termes économiques et de développement du pont sur le Logone qui a été inauguré. Alors là, je ne sais pas...
Alors là, vous êtes revenu, Pascal. Alors, je vous pose la question, je repose la question. Que les dieux de la connexion ne vous retirent pas après la question. C'est-à-dire quoi? Quel impact, quelle incidence, quelle importance pour le développement économique et social entre le Tchad et le Cameroun par rapport à cette infrastructure, le pont sur le Logone qui a été inauguré récemment par le Premier ministre du Cameroun et celui du Tchad? Cependant, je n'ai pas les éléments nécessaires pour juger comment est-ce que cette infrastructure va être au profit, soit du Tchad, soit du Cameroun, par rapport à ce que pourraient les enjeux de cette relation entre ces deux pays frères. On va donc ça. Oui. On va déchirer cette affaire-là pour que le profit soit au bénéfice, pour ne pas dire des uns et des autres, mais pour les populations en général. Moi, je voudrais dire que un investissement comme celui-là, s'il arrive à bon port, il faudrait que les résultats et les profits de cet investissement-là puissent bénéficier aux populations qui sont d'abord les premières à devoir profiter des ressources qui sont de leur pays respectif. Et après cela, peut-être on verra si jamais l'État lui-même ou les États qui sont impliqués de part et d'autre peuvent nous éclairer beaucoup plus par rapport à ce que l'investissement est d'une utilité collective, que ce soit du Cameroun ou du Tchad. Merci à vous. Président Yango John, je viens à vous, directeur de publication du compte rendu. Comment un directeur de publication comme vous regarde cette infrastructure qui est arrivée finalement à terme et qui a été inaugurée? Qu'elle soit devant la mesure du seul partout, parce qu'il y
soit vraiment quelque chose de costaud, digne de répondre dans le futur du placement des populations. D'abord, il faut une double fonction. La route a une fonction sociale et une fonction économique. Sociale, les populations se déplacent pour aller à l'école, pour aller vaquer à leur institution, pour aller économique, pour permettre d'espacer la population avec leurs biens, peut-être des parents, peut-être pas. Donc, chaque fois qu'il y a un coup qui a construit, que ce soit des populations, il faut féliciter le constructeur pour l'apport qu'il a pour l'apport de développement social et économique. Voilà. Merci. On va donc, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire, on a compris justement que c'est la route, quand la route passe, le développement passe, et que désormais, dans cette, d'ailleurs elle se situe dans le corridor Tchad-Cameroun, en termes économiques, c'est une grande fluidité de transport qui va s'exercer là en termes de biens, en termes de personnes, en termes de marchandises, en termes d'échanges. C'est pratiquement quelque chose, une avancée considérable entre le Tchad et le Cameroun. Il me reste à vous remercier pour cette émission un peu laborieuse au début. Tu m'as pas demandé mon avis sur ça. Sur le, j'ai pas comment. Ah oui, Calvin Duary, justement. Je m'en excuse parce que je croyais avoir commencé avec vous. Je m'en excuse. Hein. Vous avez certainement aussi, je crois, dans votre grand magazine Afrique sur scène, jeté un coup d'œil sur cette infrastructure. Impact économique, incidence en termes de développement, de cohésion, en fait, de relations et d'échanges entre le Tchad et le Cameroun. Vous avez certainement un regard. Oui, j'ai certainement un regard. D'ailleurs, que M. Yangolu, il a toujours un bon journaliste, il a toujours dû et il a tout dit, hein, parce que, bon, ce que je pourrais seulement ajouter un peu pour dire que non seulement quand il y a une route quelque part, c'est un accélérateur du commerce, d'abord sous-régional, parce que ici, quand il s'agit de Tchad, Cameroun, il s'agit d'un groupe de sous-région. Oui. Le pont donc sur le monde va donc faciliter la circulation des marchandises entre le Tchad, n'est-ce pas, et peut-être passer la plupart des marchandises qui du Tchad. On sait que c'est le port du Douala qui essaie d'exporter ces marchandises-là vers Léon. Bon, donc ça veut dire que c'est un principal débouché donc, déjà pour le Tchad. Les échanges vont devenir très rapides, aussi plus sûrs et peut-être moins coûteux. Et voilà. Bon, et plus c'est le pont est déjà en soi un outil d'intégration. C'est un pont qui s'inscrit dans la logique de la communauté économique monétaire, la CEMAC, qui vise à renforcer je dirais, la connectivité entre les deux pays membres. Bon, vous verrez que, comme le frère Yako disait déjà, vous avez vu, à Brazzaville, certes, les voitures montent et descendent à bas de Brazzaville. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça devient un seul pays. Et c'est comme on recherche des puits. Je crois que d'autres pays vont, non c'est pas seulement la sous-région, d'autres vont essayer d'imiter ça. Nous sommes dans un contexte de défi sécuritaire transfrontalier. Le pont favorise donc une gestion du flux humain et permet aux autorités des deux pays de mieux coordonner leur action en matière non seulement de sécurité, et voilà, et un gain aussi, un gain, on ne sait pas si la douane, on ne sait pas, bon, mais si les barrières douanières sont livrées à partir là, mais les communautés vivantes de part et d'autre du fleuve Le Rhône vont bénéficier directement de cette infrastructure. C'est d'abord à eux que cela s'adresse, parce que le pont va faciliter l'accès aux écoles, aux hôpitaux. Tout à fait. La plupart du temps, on monte tous à Djamena qui font les universités, etc. Ou alors ils trouvent un plus grand marché. Tu vois, le matin, les gens viennent de Djamena pour venir faire le marché à Kousséri. À Kousséri, tout à fait. Si vous comprenez que c'est un symbole normalement de développement moderne dans l'amitié durable et de fraternité. Donc, parce que c'est visible au
ça arrive. Les deux villes, les deux pays, et ça nous relie ici, nous, de Tchadien et nous, parce qu'on sait qu'il y a un pont qui nous relie les deux pays. Merci à vous tous. Hein. Je disais une émission un peu laborieuse au départ, mais très réussie à l'arrivée. Et je dois justement peut-être à votre attention vous dire ceci, parce que nous devons justement aussi porter cela dans nos réflexions. Dans nos pays africains, c'est pas seulement le cas du Cameroun, parce que pour avoir voyagé et aller un peu partout, on observe que les Africains parlent beaucoup, ils veulent beaucoup de bien, mais ils sont aussi des personnes qui s'auto-détruisent et qui en réalité s'attaquent même parfois à des choses qui peuvent leur donner la vie, qui peuvent les libérer, qui peuvent les sauver. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure que dans le projet bébé médiatique qui va certainement évoluer, quelles que soient les circonstances. Vous avez entendu un mot charlatan là à un moment donné, c'est un coup de gueule là, en principe, parce que en réalité, on ne peut pas faire avancer les choses et que en réalité d'autres personnes soient volontairement, manifestement en train de les tirer vers le bas. Vous savez, ça fait beaucoup souffrir, tant dans la conscience que le cœur, qu'en intelligence, qu'en force physique et dynamique. Donc voilà à peu près. Merci. Je ne le dis pas pour vous, parce que vous êtes des contributeurs acharnés, déterminés, engagés, conscients et tout à fait patriotes et même panafricanistes. Je vous remercie à vous tous. D'abord le président Yangojon, directeur de publication du journal Le Compte Rendu à Douala. Il est par ailleurs président d'honneur du syndicat national des transports, des travailleurs des transports aériens au Cameroun. Pascal Oya, consultant permanent internationaliste. Calvin Duhari est à Paris, il est consultant permanent aussi, écrivain, directeur de publication d'Afrique sur scène. Bien de choses au président, directeur général, en réalité, qui fait tous ses efforts et tout le nécessaire. Et parfois, c'est sur ces efforts et c'est nécessaire que les coups sont donnés pour que un certain nombre de choses arrivent. Mais en principe, avec la grâce de Dieu et la volonté de Dieu et ce que nous sommes en train de faire, lui de son côté, moi humblement de mon côté, de vous, de votre engagement, les choses vont aller. Merci à Brandon et à Yann qui étaient en place à la technique. Merci à vous qui vous êtes donné le plaisir et la grande volonté de nous suivre. Madame, salut monsieur, bonsoir.